Bonsoir, je m'appelle donc Anna R. Je suis photographe et documentariste et je suis à l'origine de I Am With Them, qui est un manifeste pour les réfugiés. I Am With Them est un geste, c'est une réaction en fait aux images de l'été 2015 qui m'ont donné la nausée, comme à beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui se sont déversées sur nos télés. Et puis un jour, il y a eu le mot de trop. Le 27 août 2015, un camion a été retrouvé sur une route d'Autriche. Les chaînes d'infos nous ont dit des dizaines de gens asphyxiés à l'intérieur. Des dizaines. Finalement, 10, 20, 30, quelle importance. On a fini par savoir qu'ils étaient 72. On ne parlait pas d'un territoire en guerre, on parlait de l'Autriche, juste derrière. Alors je suis partie sur les routes d'Europe avec une seule obsession, leur rendre leur dignité, leur humanité et leur identité. Elle s'appelle Ronida, elle a 21 ans, elle est kurde, elle est syrienne, elle est magnifique. Elle est partie seule retrouver son père et son frère en Suède. Sa mère et sa sœur ont fini par la rejoindre l'été dernier. Je n'ai pas photographié de larmes sur la route, mais les larmes de Ronida étaient des larmes de colère. Il s'appelle Selim. Il avait 18 mois quand je l'ai rencontré. Son frère Ahmad avait 40 jours. Son père Kafi était vendeur de légumes ambulants à Alep. Son camion a explosé sous une roquette. L'armée voulait l'enrôler, ils ont fui. Ils sont aujourd'hui à Munich. Selim a une petite sœur qui s'appelle Nour. Quand ils sont arrivés en Grèce, je pensais comme eux qu'ils étaient sauvés. Eux croyaient qu'ils étaient sauvés. Je ne pensais pas qu'ils auraient à survivre sur les routes d'Europe. Nawar et ses amis chrétiens, quand les chrétiens arrivent en Europe, ils sortent leur croix. Ils pensent qu'ainsi ils seront mieux reçus. Nawar est un graffeur, artiste, rappeur, c'est un hipster de Damas. Il vit aujourd'hui aux Pays-Bas, c'est un artiste en devenir, il m'envoie des photos de lui avec ses potes en train de boire des bières. Il est parti avec ses cahiers, ses crayons, mais c'est sans sa fiancée. Son prénom est gravé sur son cœur. Abdelrahman ressemble à mon fils, mais il a 13 ans et il vient de Deir el-Zor. Il dit qu'il a trop peur de la guerre, il dit que là-bas, si tu pries pas, on te coupe la tête. Si tu fumes une cigarette, on te coupe la tête. Si tu dis un gros mot, on te coupe la tête. Ali, Farid et Mohamed sont 3 jeunes hommes d'Alep. Ils étaient copains d'enfance, mais ils ont grandi dans des quartiers différents. Alors on leur a demandé de se battre les uns contre les autres parce que les quartiers étaient tenus par des factions différentes. Ils ont refusé, ils ont fui. Ils ont tout perdu dans le bateau. Ils disent que leurs souvenirs sont au fond de la mer. La majorité des jeunes hommes syriens que vous voyez sur les routes d'Europe et dans nos pays européens sont des déserteurs. Ce sont des jeunes hommes qui refusent de combattre. Ces camps que vous voyez dans les Balkans sont censés être fermés depuis l'accord sordide que nous avons signé avec la Turquie, mais ne le sont pas en fait. Des gens sont là et en attente. Ezeldin a 72 ans, il était fermier. Il ne voulait pas partir, bien évidemment, mais ses enfants ne voulaient pas partir sans lui. Alors son fils aîné l'a pris sous le bras, ils ont fait la route. Les autres n'ont pas pu partir parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Samra est soudanaise, elle a 25 ans, c'est la double peine. Samra a grandi dans un camp de réfugiés soudanais en Syrie. Elle vit aujourd'hui avec sa propre famille dans un camp de réfugiés en Autriche. Elle a accouché sur la route, en fait à Chios, sur l'île, d'un petit garçon qui s'appelle Yunan, ça veut dire Grèce en arabe. Je pensais comme eux qu'au fur et à mesure, les choses allaient s'arranger, mais chaque jour fut pire que le précédent. Mahmoud a 5 ans, il vient d'Alep lui aussi. Il a passé la semaine dans ce camp en Serbie à nous montrer qu'il était un enfant et qu'il ne fallait pas l'oublier. Il a joué, il a foutu le feu aux poubelles, il a joué au football avec les détritus, il s'est marré. C'est sa mère, elle s'appelle Batoul. Leur appartement a été détruit au tout début de la guerre. J'étais en Europe, dans la zone la plus riche du monde,
Et les gens autour de moi brûlaient du plastique, leurs vêtements, pour réchauffer leurs enfants. Ils montaient aux arbres, ils coupaient des branches, ils faisaient du feu. Pendant qu'en Europe, on se demandait si c'était vraiment une crise humanitaire ou seulement une crise sécuritaire, autour de moi, des enfants mouraient de faim et de froid. Bouchra, cette nuit-là, a cru perdre ses enfants. Elle a dit au policier « J'ai peur qu'il meure de froid ». Et le policier lui a répondu « Moi aussi, j'ai froid ». On leur a demandé de se mettre à genoux, au point de passage, pour ne pas pousser. Ce que vous voyez au fond, ce sont des gardes autrichiens qui leur demandent de s'agenouiller. Quand je suis rentrée, ma rage, en fait, était devenue plus grande que ma tristesse. J'ai tiré des portraits en grandeur nature. Je les ai un peu installés partout, à l'Institut du monde arabe, à New York, à l'ONU, à Userche, dans les Solidays, au Quai d'Orsay. Et puis finalement, d'autres hommes et d'autres femmes sont venus les regarder les yeux dans les yeux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on disait, il faut comprendre, les Français, ils ont peur du terrorisme, ils ont peur des gens. En fait, c'est faux. Jamais autant de jeunes ne sont venus à une expo à l'Institut du monde arabe. Les gens étaient là, parfois ils pleuraient, parfois ils restaient figés, tous me posaient des questions. J'ai alors compris que si on montrait, les peurs disparaissaient. Et que du coup, la raison et l'humain reprenaient ses droits. Si nous parlons d'exclusion ce soir, je voudrais vous parler de Nariman. Ce qui sauve aujourd'hui Nariman en Allemagne, c'est presque rien, c'est un geste. C'est sa voisine qui, tous les soirs, en rentrant du travail, boit un café avec elle. Elle est allemande, ça a fini par donner un sens à la vie de Nariman en Allemagne. Ça a amélioré son allemand. Le samedi soir, elles sont sorties, elles sont devenues copines. Et ça a sauvé Nariman. Et ça marche partout, en fait. Ce presque rien qui change tout. J'étais à Dunkerque au printemps, j'étais à Userche, dans des villes d'accueil cet été, je serai en Ouganda le mois prochain, et je sais que ça marche partout. Le HCR nous dit que la majorité des populations déplacées dans le monde sont prises en charge par les communautés les plus pauvres. Cette crise, finalement, c'est notre échec à nous tous, Européens. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais j'ai compris quelque chose à la fin. C'est qu'on ne peut rien sans regarder. On ne peut rien sans savoir. On ne peut rien décider, rien comprendre, rien décider si on n'a pas vu l'autre. À mon retour, j'ai rencontré des gens qui voulaient faire. J'ai rencontré des ministres qui ne savaient pas comment faire. J'ai rencontré des ambassadeurs qui regrettaient de ne pas faire. Et en fait, ils me rencontraient pour voir. Peut-être que si on leur avait donné plus à voir, aurait-il mieux décidé? Je suis convaincue que nos démocraties souffrent de ne pas savoir, de mal comprendre et d'avoir peur de regarder. Du coup, j'ai un rêve. J'ai un rêve, c'est que les pouvoirs publics, les fondations, les individus qui en ont les moyens, financent, investissent dans des gestes artistiques, ethnographiques, sociologiques, documentaires, qui, à travers le regard sur l'autre, nous permettent de vivre ensemble. Parce que la connaissance de l'autre est indispensable à notre démocratie et que finalement, la solidarité, la lutte contre l'exclusion, ça commence juste par un regard. Voilà, merci.